L'utilité sociale, c'est effectivement la réflexion collective qu'a menée l'UNAFO ces derniers mois pour cerner le sens des actions menées et leurs effets sur les résidents et donner une vision non partielle de ce à quoi vous contribuez, chacune et chacun d'entre vous. Cette réflexion collective, on va y revenir maintenant avec trois intervenants que je vais appeler. Sylvie Mselem, chargée de mission à l'UNAFO et qui a piloté le groupe de travail. Merci de me rejoindre. Loïc Richard, directeur général d'Aleos, qui est une des associations historiques fondatrices de l'UNAFO et implantée dans le Haut-Rhin. Et puis Juliette Baronnet, qui est responsable d'études chez Force Recherche Sociale, un organisme indépendant spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques et plus particulièrement spécialisé sur les dispositifs relatifs à l'habitat, l'hébergement, le logement et la lutte contre les discriminations. Bonjour à tous les trois. Merci beaucoup de votre présence. On va échanger dans un instant. Mais quoi de mieux que des images pour démontrer l'utilité sociale justement du logement accompagné. Je vous propose 3 parcours de vie utilement sécurisés par le logement accompagné. Regardez. Pendant longtemps, j'ai cru que se faire battre, c'était un geste de tendresse. Au début, j'ai envie de retourner au Mali parce que je ne connais personne ici, tu vois. Je suis venu ici, j'avais laissé ma famille en Égypte, je suis tout seul. Du coup, j'ai trouvé une autre famille. J'étais mariée avec un monsieur un mariage forcé qui me battait et tout. J'ai sombré dans l'alcool sans m'en rendre compte, quoi. La rue, c'est compliqué. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Et Dieu est arrivé comme ça, moi. Je suis natif de Tourcoing, à 5 km d'ici. Et à l'époque, j'ai perdu mes parents. Je me suis retrouvé chez mon frère qui est devenu mon tuteur, qui habitait sur l'île. À l'époque, il était étudiant. Donc on s'est démerdé comme on a pu pour vivre, quoi. Je me suis marié, il y a eu le divorce, et puis là, je me suis mis dans l'alcool, quoi. Je me suis retrouvé à l'hôpital de Tourcoing. Et de là, comme on avait déjà fait la demande au niveau d'Arelli et tout, j'ai été convoqué pour voir la responsable à l'époque d'Arelli. Puis ils m'ont proposé le logement que je suis ici depuis. Et depuis ce temps-là, je suis là, quoi. Au début, je suis venu en France pour un petit voyage de 15 jours. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais un peu malade, du coup, je suis parti à l'hôpital. Après, ils ont décidé que je dois aller dans un foyer pour les jeunes, pour qu'ils essayent de me suivre régulièrement ici. Ils m'ont pris soin de moi, ils m'ont appris le français, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont aidé vraiment à avancer dans ma vie. Quand j'avais des problèmes, j'allais toujours les voir et je leur racontais mes problèmes. Ils étaient toujours là pour me donner des solutions, mais voilà, c'est des gens vraiment qui aiment bien leur travail, qui font ça vraiment pour aider les jeunes. Je suis venu ici à l'âge de 16 ans. Au début, je suis venu pour faire des foot. Au début, j'ai envie de retourner au Mali parce que je ne connais personne ici. Au début, j'ai envie de retourner au Mali. Après, je me trouvais un foyer pour m'accueillir bien. J'ai perdu un petit garçon de la mort subite du nourrisson. Et après le décès de mon petit garçon, ça a été la descente aux enfers. Donc tous les deux, on a vu moi j'ai bu pendant 5 ans. J'ai été aidée par les alcooliques anonymes. Après, j'ai été suivie par les services sociaux. Il y a eu une dame qui m'a aidée, que j'avais un rendez-vous. Alors c'était en 2016. J'avais un rendez-vous avec elle, c'était un mercredi, c'était un 21 avril. J'avais un rendez-vous avec elle et là je lui ai dit tout ce que je vivais depuis plus de 25 ans. Et là on m'a conseillé de me faire hospitaliser à Guillaume-Régnier. Et quand j'ai eu mes 50 ans à l'hôpital et que j'ai pu les fêter normalement et vivre à nouveau à bonheur que j'avais le droit. Je suis allée directement à France Terre d'Asile. Ils m'ont logé à un hôtel.
à Grigny Centre. En même temps, j'ai fait une formation sécurité incendie. J'ai réussi à avoir un boulot. Après, j'ai eu les fiches de paye et j'ai fait des démarches pour SCAO. C'est eux qui m'ont aidé à entrer là. Je suis partie en Éthiopie. Après, dans un an, j'ai resté un an. Après, je suis partie aussi en Libye, pays Libye. Après, arrivé Italie. Après Italie, arrivé en France. Après, quand on a fini, on est arrivé à Colia ici. Il y a un avant alcoolique et maintenant il y a le bonhomme qui se ressent vivre. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est entouré par rapport, si on a un petit souci et tout, on peut aller voir, puis en discuter et tout. Ici, ils sont à l'écoute. Je me suis inscrit à Pôle emploi. De là, on m'a dit qu'il faut aller s'inscrire à Cap emploi, vu que je suis reconnu handicapé. Et de là, on m'a parlé des formations, tout ça. Donc, après, j'en ai parlé à l'époque, c'était Delphine. Et tout, elle me dit pourquoi pas, tout ça. Puis après, j'ai pris goût à reprendre déjà une vie dite normale. Quand j'ai mes 18 ans, j'ai fait une demande auprès de l'ASE que je peux avoir un contrat jeune majeur pour que je puisse m'aider à aller un peu plus loin de mon projet. Le principe de résidence sociale, d'apprendre un peu plus l'autonomie. Voilà, être tout seul, à vivre tout seul, essayer d'avancer tout seul dans ta vie sans avoir d'aide de quelqu'un d'autre. Et après, il vient ici pour visiter aussi, voir comment les jeunes y vivent, l'état des jeunes, s'il y a amélioration, s'il est dégueulasse ou s'il n'est pas dégueulasse, s'il arrive à gérer son travail, son logement, son loyer. Mon référent Lajo, qui était là, c'est comme ma mère, quoi. S'il y a un problème, il appelle, c'est elle qui vient, tu vois. S'il y a un souci pour payer l'argent, c'est elle qu'il faut l'appeler, tu vois. Ici, on est entouré. Pour le moment, je suis bien ici. Vivre dans un appartement dit normal, je ne pourrais pas. Après ce que j'avais vécu, il me fallait un temps pour moi, pour me reconstruire. J'étais accompagnée par Madame Uri. Elle m'a aidé à faire beaucoup de démarches. Elle m'a aidé pour la CAF, pour aller déclarer les impôts, parce que je n'avais aucune idée sur les démarches. Heureusement qu'Arélie était là, déjà pour m'accepter, et puis me permettre de remonter. Mon référent de l'ASE, quand j'étais petit, cette dame, elle était très gentille et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours un contact. J'avais des éducateurs qui sont venus vraiment comme une famille. Et l'année dernière, quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme et j'ai invité tout le monde dans un restaurant. On a mangé tous ensemble et ça m'a fait plaisir de les voir contents aussi pour moi. C'est exceptionnel. J'ai resté en contact avec les éducateurs. Des fois, j'ai passé à les foyers des parents, des fois, j'ai passé là-bas pour dire bonjour. Il dit, ah ouais, mon petit, il est grandi, ça va. J'ai fini comme formation 14 mars 2019. Après, j'ai fait contrat chez Leclerc. Je suis contente. Je me débrouille toute seule maintenant. J'arrive à faire mes démarches toute seule. Je lis, j'écris. Je vois que la suite va pas être mal quand même. Moi, on m'a bien aidée et j'ai été accueillie, écoutée, considérée comme une victime. Et puis on est heureux ici. Moi, je le vis comme une chance. Très jolie réalisation. Alors, Sylvie, comme beaucoup de Français avant d'accompagner l'UNAFO, j'étais assez peu au fait de
au fait du travail considérable qui est engagé par des acteurs du logement accompagné. J'en sais un peu plus maintenant depuis un an. Quand je vois ce film où on le montrerait à tous les Français, il n'y aurait même pas de question sur l'utilité sociale du logement accompagné. Alors pourquoi vous avez souhaité engager cette réflexion collective ? Alors, bonjour à toutes et à tous. On a voulu mener cette réflexion, c'était une nécessité pour notre union pour 2 raisons principales. La première que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est l'organisation interne des structures adhérentes. C'est-à-dire finalement les salariés qui bossent dans le logement accompagné ont besoin de mieux cerner les actions qu'ils mettent en place et surtout les impacts que ça a sur les personnes que nous accueillons et logeons. Et puis, une deuxième raison, plus extérieure, c'est-à-dire qu'on donne mieux à voir ce qu'on fait, ce qu'on recouvre et notre utilité par rapport aux acteurs institutionnels, associatifs et financiers. C'était une auto-évaluation ? Alors, je me méfie beaucoup du mot évaluation, puisque c'est dans un contexte actuellement d'évaluation beaucoup des politiques publiques, mais oui, on peut dire que nous-mêmes, acteurs concernés, on décide finalement de suivre et de faire un bilan de ce qu'on met en place pour voir véritablement l'impact que ça pourrait avoir, puisque c'est le but du jeu, une des missions principales sur les personnes que nous accueillons et logeons. Vous savez si d'autres productions ont été réalisées sur ce sujet par d'autres acteurs ? Alors, l'utilité sociale, c'est un peu en ce moment une thématique qui est beaucoup travaillée par les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans des thématiques très différentes, comme la médiation sociale, etc. Alors, racontez-nous comment vous avez procédé. D'abord dans la démarche, on verra les résultats ensuite. Alors, la démarche, parce que j'ai très peu de temps, donc je vais faire très vite. On sait la définition de l'intérêt général. L'État a défini l'intérêt général. L'utilité sociale, il n'y a pas de définition a priori. C'est un construit social et finalement, c'est les acteurs concernés qui la définissent. Donc, on a tenté de le faire avec un groupe de travail, 20 adhérents, 30 salariés, que je tenais à remercier. Alors, je ne peux pas le faire nominativement parce qu'ils me chronomètrent pour définir ensuite la plus-value de mon intervention, en dire plus, en moins de temps, de manière plus intelligible et espérer que vous n'alliez pas manger avant. Mais je tenais à les remercier parce qu'il y a eu un vrai engagement de leur part avec 3 réunions territorialisées, 2 en plénière. Et on est allé voir aussi, et c'est un peu nouveau pour l'UNAFO, les résidents, c'est-à-dire les personnes qui ont l'usage de ces logements accompagnés. Donc on a organisé une réunion à Marseille avec 15 résidents où ils ont pu exprimer leur point de vue par rapport à la définition au préalable que les professionnels avaient fait de l'utilité sociale. La définition reconnue de l'utilité sociale, elle est d'abord, c'était au départ assez juridique et fiscal, hein, c'est ça plutôt. Alors, je voulais quand même vous préciser que vous allez avoir ce petit document. Oui, il sera remis à l'antenne à la sortie. Et donc, j'ai un débit rapide. N'essayez pas de prendre des notes. Vous pourriez le retrouver dans le document. Alors, la définition qu'on a choisie, c'est celle de Jean Gadret, qui synthétise 23 travaux de recherche. Alors, je vais un peu lire quand même. Au-delà des objectifs de production de biens et de services destinés à des usages individuels et d'utilité sociale, l'activité d'une organisation de l'économie sociale qui a pour résultat constatable et pour objectif explicite la cohésion sociale, la solidarité, la sociabilité, l'amélioration des conditions collectives de développement humain durable que sont l'éducation, l'environnement et la société. C'est cette définition qui a été choisie par le groupe de travail pour nous aider à mener cette réflexion collective. Alors, à l'issue des échanges, vous avez défini donc une approche de l'utilité sociale du logement accompagné en 4 dimensions. Et là, bonne nouvelle, Sylvie, je vous laisse quand même un petit peu de temps pour les présenter. Il veut bien concéder à la complexité du sujet. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà, très bien. Alors, je suis obligée, juste avant de vous présenter cette magnifique fleur de notre utilité sociale, de prendre quelques précautions pour vous aider à la lire. D'abord, quand on travaille sur l'utilité sociale, on essaie de mettre à jour les plus-values. Aujourd'hui, actuellement, mais aussi dans une vision prospective. Il y a un mouvement. Il ne faudrait pas lire la fleur en disant « Oh là là, les acteurs du logement accompagné s'autogratifient. Ils font des choses magnifiques. » Il faudrait la lire en disant « On tend à contribuer à ça. » Et d'ailleurs, on se donne les moyens de le questionner et de l'évaluer.
Il a été présenté, les adhérents de l'UNAFO, donc je ne vais pas y revenir, mais le travail était complexe parce que c'est 136 adhérents qui accueillent des personnes très différentes, avec des logements différents, avec des organisations, des moyens financiers sur des territoires différents. Donc on pourrait dire que les adhérents prennent tous en compte ces 4 dimensions que vous voyez s'afficher, mais que les critères de ces 4 dimensions sont pris tout ou partie réalisés par certains adhérents. Enfin, il y a dans le document 101 indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui sont définis. Je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui, mais l'idée était de dire que chacun, c'est pour ça que nous n'avons pas complété les méthodes de recueil des données, chaque adhérent peut se l'approprier en fonction de son projet associatif et de ses outils. Autrement dit, il me semble important de préciser que cet outil n'est pas un référentiel figé ni dogmatique. Chacun peut se l'approprier comme il veut, comme un moyen d'innovation et d'amélioration de ses actions. Alors, il va falloir s'accrocher. Je compte sur vous pour écouter jusqu'au bout. On va commencer avec la première pétale. Hop. Alors, je ne sais pas trop bien si vous voyez tous les items. Ah, il voit très très bien. Oui, il voit très très bien. Oui. Bon, alors je vais essayer d'être claire. Alors, on essaie de contribuer à la réduction des inégalités économiques et sociales. Sur le menton. Sur le menton. Voilà. Alors, comment on essaie d'y contribuer? En favorisant un reste pour vivre décent. Qu'est-ce qu'un reste pour vivre décent? Pour le dire très rapidement, c'est ce qu'il reste à un ménage une fois qu'on a ôté les dépenses contraintes. Ce qui lui reste pour se nourrir, se vêtir, se meubler. Et on a considéré que s'il est inférieur à 650 €, il met les personnes dans une situation d'effort financier important. Vous le savez, la redevance dans le logement accompagné comprend le loyer, les charges, le mobilier et les prestations obligatoires. Et donc, on pourrait dire que la personne ne va pas voir de manière imprévisible son budget lié à la régulation des charges osciller. Par exemple, si la facture de chauffage augmente, il n'y aura pas de mauvaise surprise pour la personne à la fin du mois. Deuxième élément, l'APL foyer reste plus solvabilisatrice que l'APL. Donc, la combinaison de ces 2 facteurs permet, sur certains territoires, d'avoir un reste pour vivre plus décent que dans le logement locatif privé et même le logement locatif social. Je vais essayer, sans rentrer dans les détails, de vous dire la gymnastique qu'on a faite chaque fois avec le groupe de travail. Une fois qu'on a dit ça, ok, un reste pour vivre plus décent, on a essayé de mettre en place des indicateurs qui pourraient le rendre observable et constatable par chaque adhérent. Ça pourrait être de recenser le nombre d'impayés et le nombre de dossiers de surendettement qui pourraient ou pas permettre de dire que notre secteur est un amortisseur dans des situations difficiles, mais qu'il ne peut pas à lui tout seul, malheureusement, assurer un reste pour vivre supérieur à 650 €. On pourrait aussi recenser les informations collectives qui sont mises en place par nos adhérents sur le budget en évaluant le nombre de participations, leur satisfaction, etc. Deuxième élément, une précarité énergétique évitée. Je vais aller vite, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a une redevance qui intègre les charges, donc ça évite des situations de précarité que pourraient vivre des personnes de peur de ne pas pouvoir honorer leurs factures d'eau chaude et de chauffage. Et certains de nos adhérents mettent déjà en place des informations collectives et des outils pédagogiques sur la maîtrise d'énergie et les éco-gestes. Un logement prêt à l'usage. Quoi qu'on en dise, un résident, dès qu'il rentre dans un logement accompagné, les équipements lui sont fournis. Une kitchenette, du mobilier qui permet de s'installer directement sans occasionner en amont des frais pour se meubler. Pareil, un indicateur qualitatif pourrait être mis en place, un questionnaire permettant aux résidents qui nous permettrait de mesurer le niveau de satisfaction des résidents, l'équipement et les prestations proposées. Ça va? Pas trop rapide? Oh, oui. Non, on vous suit.
un accès et une sortie relativement facilités. Les délais d'attente vont varier selon les territoires. On n'a pas beaucoup de données chiffrées, mais il y a eu une étude de l'IAU qui permet de mettre en avant quand même que dans le parc social, que nous avons des délais d'attente inférieurs au parc social et qui peut être observé par le taux de rotation, puisqu'en moyenne, au niveau national, il est de 19%. Il peut atteindre 63% pour les résidents jeunes, contre 19% en résidence sociale et 18% en pension de famille. Nous contribuons à soutenir l'accès au logement non accompagné, puisque pour beaucoup des résidents que nous accompagnons, le logement accompagné est un tremplin, une transition. Donc, nos adhérents mobilisent des dispositifs d'accompagnement et de garantie de risque locatif. Comment on pourrait mesurer l'impact de ces actions? Il faudrait tout simplement, c'est vite dit quand on dit tout simplement, mais systématiser la situation des résidents à leur sortie. Où est-ce qu'ils vont? Chez un tiers, dans un logement d'insertion, dans le parc social. Selon le dire de nos adhérents, nous accueillons de plus en plus de personnes défavorisées qui ont connu des situations d'errance. La possibilité aussi de l'objectiver, on n'arrive toujours pas systématiquement à le faire, c'est d'où ils viennent. Le nombre de personnes dites prioritaires au titre du DALO, des ACD. Et on pourrait aussi le préciser par la nature des ressources des personnes que nous logeons. Revenus de solidarité active, tout ce que vous savez, revenus d'activité, ASS, etc. Cette première dimension, ce premier pétale de la fleur qui permet la réduction des inégalités économiques et sociales a été largement confirmée par les résidents que nous logeons. Je peux les citer, puisqu'ils ne sont pas là aujourd'hui sur la table ronde, peut-être que ça viendra pour les prochaines rencontres nationales. On arrive, on n'a qu'à poser ses valises, il y a un lit, il y a une table, mais ils apportent des nuances. Ils disent qu'il y a une plus-value. Effectivement, la redevance comprend les charges, mais parfois la mauvaise isolation du bâti ou la gestion de la régulation du chauffage par les directeurs d'établissement, ils estiment être mal chauffés. Ils mettent aussi un bémol, même s'ils l'expriment dans des territoires tendus, en disant que la sortie du logement accompagné n'est pas complètement réalisée par un accompagnement qui ne se centre pas là-dessus, vers la sortie vers le parc social ou le parc privé. Peut-être rajouter que l'idée de ce travail, c'était de sortir du loger plus accompagné, d'éclater un peu ce cadre-là en parlant de l'utilité sociale. Le logement accompagné contribue à l'inclusion des personnes par un accompagnement et un logement adapté. Alors on en a parlé, ça a été évoqué précédemment. On contribue, je crois que sur ça en plus c'est tout à fait corroboré par les personnes qui sont logées chez nous, à la lutte contre le non-recours au droit. Vous le savez que le non-recours au droit renvoie à toute personne qui, en tout état de cause, ne bénéficie pas d'une offre publique de droits et de services à laquelle elle pourrait prétendre. Et on est loin du compte sur la lutte contre le non-recours au droit. Je vous renvoie à une dernière étude qui a été menée par l'adresse en 2019 et qui nous renseigne en nous disant que sur les 29% des assurés nés à l'étranger, plus de 3 sur 4 n'ont pas liquidé de pension de retraite. Ce qui confirme, encore une fois, s'il le fallait, que le paramètre de la nationalité ou de l'origine est un élément déterminant sur le non-recours au droit. Et quoi qu'il en soit dit, dans un contexte très fort de dématérialisation et de baisse d'accueil dans les services publics, l'UNAFO a publié des choses là-dessus, je vous en renvoie, qui, pour des personnes très éloignées, favorisent et amplifie ce non-recours au droit. Je suis désolé Sylvie, je vous fais accélérer parce qu'on a peu de temps et on aura difficilement le temps de voir tous les items de chaque pétale, donc vraiment dire une phrase sur chacun, qu'on puisse ensuite donner la parole à Loïc, et puis de toute façon vous retrouverez l'intégralité de ces propos dans le document. Alors, une phrase par pétale, ça oui, je suis désolé. Mais bon, l'accès aux droits sociaux, on va la faire très vite, on ouvre des droits, la manière de l'observer, et il y a certains gestionnaires qui le font, c'est suivre l'ouverture, les ruptures de droits, les actions collectives mises en place par les adhérents. L'accès aux droits sanitaires et aux soins, c'est l'ouverture de la CMUC, de la mutuelle, du suivi médical. Pareil, on peut le rendre observable en montrant le nombre de droits ouverts, les ruptures, etc. La restauration et le développement du lien social, il est incarné dans les projets sociaux d'établissement par le bâti même.
toutes les résidences sociales, et on le voit plus fortement en pension de famille, ont des espaces collectifs. Donc, il y a des actions dont on pourrait préciser la typologie pour lutter contre l'isolement qui permettent un suivi et de démontrer cette dimension-là. Je vais quand même vite. L'accès à la citoyenneté, sans pouvoir corréler que la participation à des comités de concertation ou à des comités de résidence favorise l'exercice de la citoyenneté, le suivi par des comptes rendus de la participation des résidents à ces lieux permettrait de mettre en avant qu'on favorise l'accès à la citoyenneté. L'accès à la culture, il y a des coproductions artistiques qui se font notamment en pension de famille, et on pourrait mesurer le degré de satisfaction des personnes. L'insertion professionnelle, on essaie de la favoriser en mobilisant les acteurs locaux de l'emploi et de la formation. Donc on pourrait quantitativement et qualitativement compter le nombre de recours à l'emploi, à la formation, le nombre de partenaires mobilisés. Je vais très vite, presque à ne plus rien dire finalement. Non, la mise en œuvre. Dites pas ça et ne pensez pas que parce que vous allez vite, ça remet en cause la qualité du travail. Mais en plus, vraiment, tout est dans le document. Oui. Donc vraiment, je vous demande d'aller vite. La mise en œuvre du projet social garant d'un parcours résidentiel où le logement accompagné peut être transitoire, on peut, selon le projet de la personne et des adhérents, mesurer et suivre le projet social par rapport, par exemple, en suivant le nombre d'ETP dédiés à sa mise en œuvre et le taux de rotation. Sur cette deuxième pétale, après ça va très vite les deux autres pétales, sur cette deuxième pétale, il est important quand même de dire qu'il y a vraiment une reconnaissance par les résidents de la plus-value sociale par rapport à l'accès aux droits sociaux et sanitaires. Ça a été dit plusieurs fois. Et ça me permet de dire aussi qu'ils perçoivent une vraie différence dans les modalités d'accompagnement entre la pension de famille et la résidence sociale, et qu'elle est effective parce que quand l'aide à la gestion locative sociale est versée, ce qui n'est pas systématique, je le glisse un peu, il y a une intensité de l'accompagnement qui est quand même très différente et très perçue par les personnes que nous accueillons et logeons. Alors, les deux pétales, c'est 5 minutes, je vais juste dire. Les deux pétales, 5 minutes. Non, 1 minute, ça va être. Voilà, hop. Alors, la verte. La verte, c'est des choses qu'on met moins en avant dans le travail qu'on fait. C'est la dynamique et le développement des richesses économiques et sociales des territoires. Donc, je vais juste citer. On participe à la production d'une offre de logement adaptée aux besoins des entreprises locales et à la mobilité professionnelle des personnes. On va dire que le titre est explicite. La participation à la mixité sociale, je le dis quand même parce que ça me tient à cœur, le groupe de travail voulait utiliser ce concept. C'est un concept flou parce qu'il est utilisé partout, mais il n'a aucune véritable définition. Mais l'idée, c'était de dire qu'on favorise la cohabitation de personnes d'âges différents, de nationalités différentes, de CSP différents sur les territoires. Je ne dis pas comment on pourrait le suivre, mais je vous envoie aux indicateurs. La participation à une dynamique territoriale et à la création de services. On peut participer, par exemple, à la création d'une crèche sur un territoire. Le concours au maillage territorial, par le fait qu'on oriente vers les services publics, parce qu'on n'a pas un accompagnement social global dans les murs, on est un acteur à part entière du développement local sur les territoires. La réalisation de logements et de projets soucieux de l'environnement, ça peut être le cas pour certains adhérents. J'ai fait 30 secondes sur la pétale. Hop. Non, pas trop. Et la dernière, une réactivité face aux enjeux sociaux. C'est le décalage horaire Paris-Rennes, il y a un décalage, c'est pas... Marseille, je ne vous dis pas. Alors, la production de connaissances et d'une expertise sociale, on va y revenir, on participe à l'élaboration des documents programmatiques, on pourrait le prouver en montrant la participation à des réunions, la mise à disposition de logements accompagnés aux besoins spécifiques identifiés par les partenaires. Un mot, parce que ça a été largement dit par le groupe de travail, exprimé différemment en disant que la plus-value de notre secteur, c'est notre capacité à s'adapter, à être réactif et plastique aux besoins et aux évolutions de notre territoire. Enfin, la transformation du parc par rapport à des publics ou des personnes qui vieillissent
ou l'accueil de familles monoparentales. Et enfin, l'adaptation en fonction des personnes que nous accueillons à des accompagnements différents, même si les adhérents ne se spécifient pas par rapport à un accueil particulier pour les mineurs isolés, les demandeurs d'asile. Je m'excuse, c'est très partiel et je suis à votre disposition plus tard pour répondre à des questions. Merci beaucoup Sylvie. Et à travers vous, remerciements aussi à ceux qui ont collaboré avec vous. Si on peut nous apporter un autre micro pour la table ronde, ce serait parfait, je le dis. Voilà, Pierre-Marc, merci beaucoup. Loïc, peut-être d'abord, en quoi était-ce utile pour vous de cette réflexion sur l'utilité sociale? Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Oui, déjà, moi je tenais vraiment, alors je n'ai pas participé au groupe de travail, Aléos n'y a pas participé, mais je tenais à dire, puisque j'ai eu le document avant qu'il soit édité, et j'ai découvert vraiment des choses extrêmement intéressantes, et on voit bien que lorsqu'on met ensemble toutes nos structures, on voit toute la richesse qui est portée. Donc voilà, je tenais quand même à le souligner, ça a été très rapidement présenté, mais il faut aller regarder de près ce document. L'utilité sociale, ce qui me paraît, la première approche moi, qui me vient, c'est celle qui a été définie assez récemment, finalement en 2014, dans la loi Hamon sur l'économie sociale et solidaire. Cette loi a instauré une nouvelle catégorie, si on peut dire, de structure, qui est l'ESUS. Et on est tous concernés par cette nouvelle catégorie ESUS, puisqu'en fait, il s'agit de l'entreprise solidaire d'utilité sociale. Alors, cette catégorie, c'est une entreprise. Cette entreprise, elle peut être associative, mais surtout, elle place la notion d'utilité sociale au cœur de son modèle. Et on comprend donc à partir de là que la notion d'utilité sociale, au sein de la grande famille de l'économie sociale et solidaire, est l'élément différenciant d'autres modèles de développement. Et donc, ne serait-ce que par cela, qui aujourd'hui émerge dans le débat et dans la loi, il est plus que pertinent de s'interroger sur cette notion d'utilité sociale et de bien comprendre et de bien définir ce que l'on entend par utilité sociale dans le logement accompagné. Un mot, parce que dans le préambule du document que vous lirez, il est indiqué qu'il y a effectivement des dimensions qui sont diverses sur l'utilité sociale. Alors là, il y en a une qui est effectivement l'utilité sociale en raison des bénéfices collectifs pour la société, que ce soit en termes social ou environnemental. C'est cette approche-là qui a été choisie là, par l'UNAFO. Mais il y a aussi une utilité sociale à forte composante économique, là qui est appréhendée sous l'angle des richesses économiques créées ou des richesses économiques, ce qu'on appelle les coûts évités. Ce n'est pas l'approche qui a été choisie, mais de ce point de vue-là quand même, est-ce que ça vous semble quand même pertinent aussi de cette approche-là? Oui, en fait, je pense, alors évidemment, elle est difficile à approcher précisément, et c'est pour ça que le groupe de travail s'en est éloigné. Ouais. Voilà, mais il faut quand même en dire un mot, parce que évidemment, sinon, on peut considérer que le travail n'est pas complet. En réalité, cette notion des coûts évités est absolument importante à faire valoir. Le maintien à domicile des personnes âgées migrantes ou des personnes âgées tout court, qu'on commence à voir dans nos établissements, la prise en charge de personnes souffrant de pathologies psychiatriques, le travail d'animation qui vise l'autonomie ou le maintien de l'autonomie des personnes, les initiatives autour de l'inclusion numérique, le travail contre le non-recours. On en a parlé ce matin, on a entendu M. Noblecourt l'évoquer fortement. Mais tout cela, ça constitue de réelles économies pour les dépenses publiques. Et donc je pense que c'est important, sans aller plus loin, de l'affirmer et de le soutenir, dire que le financement du logement accompagné, ce n'est pas un coût, c'est bien un investissement social. Juliette Marronnet, vous avez déjà été amenée à accompagner des associations sur cette thématique-là? Parce qu'on disait effectivement c'est quand même assez dans le vent, on est à la mode en tout cas. C'est ça. Là, cette notion d'utilité sociale est vraiment à la mode. Effectivement, étant intervenant dans le cadre d'un bureau d'études, j'ai un peu la vision à la fois de la commande publique, côté pouvoir public, et de la commande... Le micro sur le menton, Pardon, vous le posez sur le menton. Voilà, merci. Associative. Il se trouve qu'effectivement, récemment, on a accompagné notamment l'URAG Île-de-France, voilà, dont un représentant est dans le public, n'est-ce pas, sur cette même démarche de réflexion autour de l'utilité sociale. Et ce que je voulais souligner à ce propos, c'était la nécessité, mais c'est bien parce qu'on voit, de fait, la commande, nous, en tant que bureau d'études qu'on a, elle vient plutôt des associations. Et c'est très bien parce que, nous semble-t-il, il y a vraiment cette vigilance et il y a un intérêt
fondamentale du côté associatif, à prendre les devants, à être proactif vis-à-vis de ces démarches, parce que ce terme est à la mode, il peut y avoir des tentations du côté des pouvoirs publics à construire des nouveaux principes, des nouveaux indicateurs, non pas d'utilité sociale, mais d'impact social avec une forte dimension économique, ce qui n'est pas nécessairement inintéressant en soi, mais ce qui pourrait être réducteur, et surtout, entre guillemets, si vraiment les indicateurs, la construction de la réflexion vient des pouvoirs publics, elle risque d'avoir tendance à normaliser sans doute trop des indicateurs, et peut-être ça pourrait rigidifier, y compris derrière les projets sociaux, et cette élasticité qu'il ne faut surtout pas perdre effectivement du côté de... Il y a bien une différence entre l'utilité sociale et l'intérêt général pour vous ? Oui, alors là, on va rentrer dans les termes juridiques sur lesquels je vais me sentir moins experte. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir confusion. J'étais repartie tout à fait des mêmes textes que Sylvie évoquait. Et effectivement, au départ, il y avait cette notion d'intérêt général. Et l'utilité sociale, c'est une notion qui était au départ, y compris fiscale, d'ailleurs. Alors, je voudrais que vous nous donniez votre avis, peut-être l'un et l'autre, sur les pétales de la fleur dont parlait Sylvie à l'instant. Peut-être, Juliette, sur le premier pétale, on va peut-être revoir, est-ce que c'est possible de nous remettre le slide de la pétale comme ça se pilote de là-haut, Sylvie. Vous n'avez... Ah, vous pouvez revenir en arrière, mais je crois qu'ils peuvent le faire aussi là-haut. Voilà. Ça va venir, ça va venir. En tout cas, Juliette, peut-être sur le pétale, sur l'inclusion des personnes. Voilà. Oui. Celui-ci. Alors moi, j'ai vraiment les films en amont, en introduction, je trouve reflètent totalement ce que nous, on peut souvent entendre sur le terrain, que ce soit auprès des personnes à la rue ou des personnes en résidence sociale qu'on a pu être amené à rencontrer à Vous les avez sondés sur ce qu'ils apprécient dans l'accompagnement? Tout à fait, voilà. Dans le cadre d'autres études qu'on a pu mener, on mène très très souvent des entretiens auprès des personnes. Et effectivement, on se rend bien compte, et c'est dit, ça m'a frappé, elle l'a dit vraiment comme ça, une des femmes évoquait cette idée qu'elle ne se sentait pas finalement, elle, d'aller dans un logement qu'elle disait normal, donc on va appeler ça un logement ordinaire. Il y a vraiment cette volonté pour les personnes qui sont isolées, qui ont des longs parcours de rue, qui n'ont plus cet entourage familial, cet entourage social. Au-delà du logement, c'est vraiment pour être sécurisées par le lien social qu'elles vont retrouver avec des voisins et le collectif que vont proposer les résidences sociales ou les FJT, mais aussi un lien privilégié qu'elles vont pouvoir avoir avec une équipe de proximité qui est sur place. Ça aussi, c'était vraiment très fortement ressorti dans de nombreuses études. Et je voulais insister aussi là-dessus, à l'heure où on parle beaucoup de la notion de référent unique en matière d'accompagnement, dans la stratégie de lutte contre la pauvreté notamment. Il était fortement apparu que dans les résidences sociales, lorsqu'il y avait véritablement des moyens pour proposer cette équipe sur place de proximité, elle jouait fondamentalement un rôle de référent de l'accompagnement de ces personnes, voire un référent qui pouvait le rester, y compris lorsque la personne était sortie de la résidence sociale. Elle avait pris une telle habitude de s'appuyer sur cette équipe-là qu'elle y revenait, et voilà, ça paraît vraiment fondamental. Et je me souviens d'avoir, pareil, vu une femme qui était en résidence sociale et qui d'elle-même me disait « mais pourquoi j'irais dans un logement ? Un logement, c'est pas fait pour vivre seul ». Et elle souhaitait rester en résidence sociale, et c'était tout à fait légitime. Loïc, en quoi finalement, pour vous, les 1 ou 2 points essentiels qui font qu'aujourd'hui le logement accompagné se différencie du logement classique ? Alors, je pense que le point essentiel... celui qu'on a vu dans le film ? Voilà, le film, il est magnifique pour ça, hein, parce qu'il illustre parfaitement. C'est la notion de restauration des personnes. Je crois que ça, c'est essentiel. Je pense qu'au sein des dispositifs sociaux qui existent, le logement accompagné, c'est en quelque sorte un havre protégé. Il n'y a pas d'obligation de suivi social. Il est là à disposition, sans durée impérative coup près. Mais néanmoins, on sent bien, ils le disent, hein, à chaque fois que j'ai besoin, je peux trouver quelqu'un. Donc les personnes peuvent prendre appui sur une présence humaine qui est forte et qui permet de renouer avec l'institution et avec les institutions. Et à partir de ce soutien personnalisé, qui
qui est consenti, qui est basé sur une confiance naturellement acquise au rythme de la personne. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas l'institution qui impose un rythme, c'est la personne qui vient. Eh bien, tous ces éléments lui permettent de retisser petit à petit ces liens sociaux, rendant possible une restauration de la personne. Donc ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, je pense que le logement accompagné se différencie du logement locatif social, d'ailleurs qu'il soit locatif, social ou privé, en ce sens que le départ, le relogement de nos locataires les plus consolidés est une fin en soi. Afin de pouvoir accueillir à leur place des personnes plus en difficulté, moins stabilisées et finalement moins solvables. Et en ce sens, notre raisonnement est à l'encontre de toute logique économique. La rotation, chez nous, elle est normale, elle est favorisée, elle est soutenue, elle est encouragée, bien sûr, avec l'accord des personnes lorsqu'elles sont prêtes à quitter nos établissements. Et d'ailleurs, quand on parle de 20% en moyenne de rotation, ça veut dire qu'on a une rotation effectivement importante et 60% pour les jeunes. On peut revoir la fleur peut-être sur la question de la réactivité. Juliette, je voulais vous entendre aussi sur ce sujet. La difficulté aujourd'hui pour les acteurs de réagir rapidement finalement aux attentes en matière de bâti. Oui. Alors là, je vais passer peu de temps, je risque d'enfoncer des portes ouvertes. Bien sûr, cette réactivité, voilà. Cette réactivité, elle est difficile sur le bâti et Dieu sait qu'on constate beaucoup sur les territoires aujourd'hui une demande qui se diversifie énormément. On le sait, les familles monoparentales, le vieillissement, des couples aussi, des demandes qui viennent des couples, mais une vraie réflexion qui est quand même portée au niveau des adhérents sur comment adapter ce bâti. Seulement, ça prend du temps. Quand on voit qu'effectivement, on a parlé du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, quand on voit qu'aujourd'hui il n'est pas encore achevé, voilà, il y a encore sur le bâti des enjeux considérables pour venir s'adapter à ces évolutions socio-démographiques. Ça nécessite quoi justement pour mieux s'adapter? D'être plus associé aux politiques des agglomérations par exemple? Voilà, tout à fait. Donc cette expertise sociale qui est effectivement mise en avant, qui est réelle sur le terrain, il y a un enjeu aujourd'hui, je pense, de l'objectiver, mais surtout de l'utiliser et de la diffuser davantage. Et là aussi, j'ai envie de dire, en tant que bureau d'études, on est assez bien placé puisqu'on peut être amené à travailler sur des PDA, LHPD, les plans départementaux, etc. On voit bien qu'il faut aller la chercher, cette connaissance. Donc c'est possible dans le cadre de l'élaboration de ces documents programmatiques. Effectivement, c'est l'occasion de mettre tout le monde autour de la table et de partager cette connaissance. Mais j'ai envie de dire, il faudrait la partager de manière encore plus régulière. Et surtout, c'est cet enjeu-là que je voulais souligner. Aujourd'hui, on est encore un peu trop sur un échelon, on va dire, départemental. Ça renvoie aussi à des questions d'organisation du côté et de l'État et des pouvoirs publics et de certains adhérents qui ont une organisation plus départementale que locale, ça dépend, il y a de tout. Mais il y a un enjeu, et vous n'êtes pas sans le savoir, il y a quand même une très forte montée en compétences et une très forte attente, là on a vraiment pu le constater, du côté des EPCI notamment, pour se rapprocher, avoir une lisibilité beaucoup plus forte de ce qui se fait au niveau des résidences sociales au sens large, de leur fonctionnement, de ce qui se fait, mais aussi d'une lisibilité beaucoup plus forte des projets à venir. On le sait, aujourd'hui, il y a beaucoup parce qu'il y a des financements, tout simplement, il y a des pensions de famille, des projets de pension de famille, des projets de pension de famille, voilà, qui peuvent se monter. Et du côté, c'est vrai, des collectivités locales, des agglomérations, on peut encore avoir des discours de leur part qui seraient de dire on n'a jamais eu connaissance de ce projet, on est mis au pied du mur. Donc voilà, un enjeu sur cette réactivité à s'associer le plus en amont possible et à se rendre beaucoup plus lisible auprès, cette fois-ci, de ces territoires, me semble-t-il. Loïc, sur le pétale de la réduction des inégalités économiques et sociales, qu'est-ce qui vous fait réagir? La question du reste à vivre, par exemple? Oui, ça c'est un sujet qui est intéressant, qu'on a largement débattu. Le reste à vivre dans le logement accompagné, je dirais que ça nous amène à la réflexion que le logement accompagné préserve de la grande pauvreté et de l'exclusion. Ça, c'est un point important. Je dirais que on permet aux gens d'avoir la tête hors de l'eau,
mais ça a été rapidement évoqué tout à l'heure par Sylvie, il ne faudrait pas penser qu'on se satisface de cette situation. C'est absolument pas le cas. Sylvie évoquait la référence de la Fondation Abbé Pierre à 650 €, donc en dehors des dépenses contraintes. On n'y est pas dans la majeure partie des cas. Hein, donc ça veut dire qu'il y a encore des combats à mener pour qu'on puisse avancer là-dessus. Mais c'est vrai que la fonction logement, par la réglementation, par ses modalités, fonction logement du logement accompagné est essentielle. C'est une bouée de sauvetage, incontestablement. Ça permet de ne pas couler. Et tout le reste, je dirais tout l'accompagnement et les dispositifs qui entourent le logement ont pour fonction, eux, d'aller vers un mieux-être futur. Et ce mieux-être, lui, doit être constitutif d'une existence véritablement décente. C'est ça l'objectif. Sur la question de la dynamique et le développement des richesses économiques, finalement, en quoi pour vous, les acteurs du logement accompagné sont des acteurs vraiment significatif économiquement parlant? Oui, significatif, puisque alors c'est encore plus vrai lorsqu'elle dispose de l'agrément de maîtrise d'ouvrage d'insertion, mais y compris pour les autres. Nous sommes des acteurs qui, dans les territoires, construisons, rénovons, exploitons des établissements et on injecte en ce sens tous les ans des millions d'euros dans l'économie locale. Hein, donc nous sommes aussi des acteurs économiques. En Alsace par exemple, puisque mon association est située en Alsace, l'ESS c'est plus de 10% de l'emploi salarié. Hein, donc il faut vraiment penser qu'on fait partie de l'économie, on n'en est pas exclu. Et puis je préciserai également que de plus en plus d'associations de l'Union ne se contentent pas de produire et de bien gérer des établissements. Nous le faisons comme des acteurs responsables. Alors socialement, ok, on le voit, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et par exemple, alors je vais citer mon association, mais bien d'autres le font. Nous sommes engagés il y a quelques années dans un label qualité RSE et nous avons un travail donc extrêmement structuré et important autour de la réduction de notre empreinte carbone dans la construction, dans l'exploitation, en faisant un plan de déplacement d'entreprise, en travaillant sur des économies d'énergie, en préservant la biodiversité à chaque fois qu'on peut le faire. Donc voilà, acteurs économiques et acteurs responsables. Peut-être pour terminer, Juliette et Loïc, est-ce qu'il y a vous voyez des limites finalement à l'utilité sociale du logement accompagné aujourd'hui? Loïc, peut-être? Oui, alors, effectivement, parce que quand on voit tout cela, on se dit on est parfait, mais loin s'en faut, bien évidemment, sinon tout serait réglé. C'est vrai que je pense que le logement accompagné, on l'a vu, quand on voit tous les items qui ont été évoqués, c'est un peu le couteau suisse du social. Mais il a quand même quelques outils, je dirais qu'il faudrait affûter encore. Tout d'abord, le logement accompagné, c'est un constat aujourd'hui, est efficace essentiellement pour des situations de personnes isolées. Alors, moins pour les publics familiaux, même si c'est des choses qui ont évolué. Avec les familles monoparentales notamment. Par exemple, qui ont été évoquées ce matin. Donc, alors c'est vrai que c'est lié principalement au bâti, puisque nous avons essentiellement, et je crois que dans le rapport on parle de 74% de logements qui sont des logements pour isoler. Donc évidemment, essentiellement, cette fonction, elle s'adresse à ce type de public. Le deuxième point qui est une limite pour moi, c'est l'accès à l'insertion professionnelle. Certains adhérents y travaillent, mais les résultats sont souvent fragiles, inhérents typologie de public qu'on a. Et c'est vrai que les résultats sont toujours plus liés ou davantage liés à une conjoncture et à un territoire, un bassin d'emploi, qu'à notre action. Donc il faut rester modeste dans ce domaine-là. Et puis, je dirais, probablement l'accès à la citoyenneté et à la culture sont des points où probablement nous disposons de marge de progrès. Juliette, de votre point de vue, les limites? Je crois que j'en ai déjà évoqué au niveau du rapprochement avec les territoires. Pardon, toujours pas, décidément. Je voulais peut-être aussi évoquer cette idée, mais si, bon, parce que voilà, si j'en reste sur les résidences sociales, donc je mets de côté pension de famille et FJT. Il y a toujours eu cette idée, effectivement, il y a ce rôle fondamental d'une vocation transitoire dans les parcours de ces résidences sociales. Et par rapport à ce qu'on disait et au propos de la dame qu'on a entendue, par exemple, il y a quand même de plus en plus cette idée que peut-être à la marge, il y a des personnes qui sont susceptibles d'avoir finalement envie et aspirent
à y rester. Ça ne veut pas dire y rester forcément jusqu'à... En tout cas, y rester longtemps et pas de manière transitoire. Donc peut-être une réflexion à avoir aussi sur, là aussi, sur les projets sociaux, comment aussi on fait cohabiter d'ailleurs plusieurs fonctions sociales pour des publics finalement qui vont avoir des besoins, des parcours et des aspirations différentes. Voilà. Il y a ce document donc, que vous allez retrouver dans un instant. L'idée, c'est quand même pas qu'il reste ici et entre les mains des acteurs du logement accompagné. Comment aujourd'hui, Juliette, vous pensez que on peut exploiter, ou l'UNAFO peut exploiter le fruit de cette réflexion collective? Les élus sur les territoires, il faut aller les chercher. Je sais que c'est toujours une gageure, mais vraiment, il y a peut-être un enjeu très, très localement, encore une fois, d'ouvrir les portes des résidences sociales, j'ai envie de le dire comme ça. Je sais que c'est fait, ici ou là, de plus en plus, mais c'est vraiment eux aujourd'hui qu'il faut aller interpeller, je pense, sur le terrain. Sylvie, vous pouvez peut-être nous en dire un mot sur l'exploitation de ce document à l'extérieur, parce que c'était aussi le but, hein, c'est de donner une vision Le but moins du partielle. jeu, c'était justement, et au départ, même le premier enjeu interne, on l'avait moins... Je suis désolé, Pardon, micro, oui. on l'avait... Vous le posez sur le menton et en fait, il ne Ouais. bouge plus. Voilà, merci. On l'avait moins saisi, l'enjeu interne des organisations. Donc, le conseil d'administration de l'UNAFO, par rapport à ce travail, l'idée, c'est de se rendre visible, lisible à l'extérieur. Donc, l'intérêt de la diffusion, alors je pense aussi qu'elle doit être territoriale et qu'elle doit s'organiser en fonction de la volonté de chaque adhérent sur chaque territoire. Et par rapport à ce qui a été dit sur l'élasticité, la plasticité, le projet associatif, le choix des personnes, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, mais on dit finalement qu'elle n'est pas que limitée à cette fonction transitoire, d'où faire attention à ce fameux taux de rotation qui ne devienne pas quelque chose de très dogmatique. Et c'est vrai que c'est une évolution, ça. Ça a été moins le cas avant. Voilà. Ben, très bien, merci Sylvie. Mais merci. Ça va, vous n'êtes pas trop frustrée, Sylvie? Eh oui, bien sûr que oui. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos interventions.